Salut à tous et bienvenue dans l'émission Demandez le programme. Nous accueillons aujourd'hui le candidat à la mairie de Nîmes, Vincent Bouget. Bonjour Vincent. Bonjour, bonjour. Alors si le programme est important, le porteur du programme l'est tout autant. On va donc faire plus ample connaissance avec toi, si tu veux bien. Avec plaisir, avec plaisir. Alors on va parler de ton parcours, à la fois personnel un peu et puis politique bien sûr. Du constat que tu fais sur la mandature de Jean-Paul Fournier quand même, qui arrive à la fin avec un peu d'émotion, il y a eu là apparemment. Toujours au dernier conseil municipal, oui. Ouais, Et puis, voilà. c'est le dernier des 4 mandats, donc forcément il y a de l'émotion. 25 ans, c'est clair, ça fait beaucoup. Et aussi, on parlera aussi de ta vision de Nîmes, hein, forcément. Alors Pierre-Henri nous accompagne. Bonjour Pierre-Henri. Bonjour Richard, bonjour Monsieur Bouget. Bonjour Pierre-Henri. On va commencer par le commencement. Bien entendu Richard, vous êtes né le 11 septembre 1979 Oui, à Nîmes. Vous êtes titulaire d'une maîtrise d'histoire et géographie. une maîtrise d'histoire. Voilà. Vous avez commencé à enseigner en région parisienne à Sarcelles. Oui, alors le stage. C'était à Chatou, dans les Yvelines. Donc là Joli, j'étais Chatou. stagiaire, c'était très joli. Et après mon premier poste c'était Sarcelles. Ah ouais, ils t'ont pas gâté quand même. C'est un peu le lot de, Oui. de tout le monde, mais en fait, moi c'était une très belle expérience, j'étais très bien. Je suis toujours d'ailleurs en contact des anciens élèves. Il y a combien de temps? C'était 2003, 2000. Ah oui, J'ai 20, commencé, 22, 23 ouais. ans, 22 ans. J'ai commencé en 2004 à Sarcelles, donc de 2004 à 2009. Ouais. Comment c'était à l'époque? C'était déjà dur C'était des établissements, oui, dans les cités. Alors Sarcelles, c'est le plus vieux grand ensemble de France, Ouais. donc c'est plutôt des bâtiments de qualité. Et il y avait beaucoup de mélanges, Non, C'était vivant. c'était vivant, c'était très bien. Un petit mot quand même sur ce qui se passe actuellement, parce que malheureusement on parle beaucoup des problèmes dans les écoles. Tu as vu du changement par rapport à ce qu'il y avait justement à l'époque? Tu as vu une sorte de... Parce que tu es toujours prof, bien sûr. Moi, hein, je suis on toujours le prof. dit. Alors, depuis 2009, je suis revenu à Nîmes, je suis prof au lycée Philippe Lamour. Oui, forcément, ça change, mais la société change de toute façon. Quand j'ai commencé à être prof, Internet n'existait pas, quoi, ou très peu. Oui. Très Il peu. n'y avait pas de téléphone portable. Très peu. Donc, en Le fait, téléphone portable, ça a amené quelque chose avec les jeunes pas qu'avec les jeunes, avec tout le monde. Oui, Donc, oui, non, mais je veux et dire, avec les jeunes, oui, bien sûr. Il y a- en privé, on s'en fout un peu, chacun fait ce qu'il veut s'il veut rester. Ouais. Mais je veux dire, au Ouais. collège, au lycée, tout ça, c'est Oui, c'est parce prégnant quand parce même. hein. qu'aujourd'hui se pose la question dans les Internet. collèges ou dans les lycées de les interdire, ce qui est pas si simple que ça. Mais dans tous les cas, oui, le téléphone, il est devenu un accessoire sur lequel il faut être attentif en tant que parent, en tant qu'enseignant, parce que ça peut être un bon outil et puis il y a des moments, ça Ça peut être le pire aussi. Voilà. Quand même, tu dis la société a évolué, tout change. Mais bon, on n'avait pas ce type d'agression quand même. Je parle même pas à mon époque, parce que alors là, il n'y en avait pas du. C'est plutôt les profs qui nous agressaient, nous, à coups de règle. Ouais, Donc là, maintenant, il y a pas forcément très bien non plus. Hein, Non. Non, mais c'était plutôt dans ce sens-là. Le statut des enseignants, de toute façon, dans la société a changé, leur place, dans l'acquisition des connaissances, dans les relations sociales, leur revenu, leur Oui. salaire, fait que, effectivement, c'est moins, sans doute, une place moins respectée qu'avant, mais pas que par les élèves, hein, parce que les élèves, finalement, c'est Oui, la pour ça que je parle conséquence des de parents. tout ça. Hein. Ouais, C'est le les reflet de la parents, société. c'est la Ouais, société. Je voulais donc revenir sur le problème de sécurité à l'école. Toi, comment tu envisages, tu as des solutions déjà parce que le maire s'occupe de la primaire, du collège. Le maire, il s'occupe de la primaire, il s'occupe des écoles primaires et des personnels municipaux qui sont dans les écoles primaires et de tout ce qui est périscolaire. Après, tout le reste relève de l'éducation nationale. Ouais. Donc, il y a des enjeux effectivement pour accompagner les gamins. Le maire ne peut pas tout faire tout seul, hein, c'est aussi de la responsabilité de l'éducation nationale. De toute façon, on n'a jamais fait mieux que le nombre d'adultes, en fait. Ce qui compte le plus possible pour encadrer les gamins,
c'est le fait qu'il y ait des adultes qui s'en occupent, quoi. Et puis donc ça passe par effectivement en maternelle les ATSEM qui existent, donc qui aident les maîtres et les maîtresses pour les petits, pour les accompagner. Et puis après, c'est tout ce qui est périscolaire. Et là, il y a beaucoup de choses à faire parce que c'est un levier d'action important, c'est-à-dire sur le créneau méridien, après la fin des cours, où on peut mettre en place un certain nombre d'activités. Il y a déjà des choses qui sont faites. Je pense qu'on peut muscler un peu sur les activités qui sont proposées. Et moi, je voulais revenir à votre parcours professionnel ou personnel. Vous en êtes venu comment à adhérer au Parti communiste? Et pourquoi et quand? J'ai adhéré au Parti communiste le 21 avril ou 22 avril 2002, le soir du premier tour de la présidentielle, ou le lendemain, où Jean-Marie Le Pen était qualifié au second tour, ce qui avait été un choc, et puis j'ai adhéré au Parti communiste. Tu avais un parcours politique avant cela? Non, alors j'avais 23 ans à ce moment-là, donc j'étais oui. quand même pas très vieux. Oui. Mais je suis pas très vieux non plus. Je suis issu d'une famille qui a été militante, adhérente ou pas. D'ailleurs, ma grand-mère qui a fait quelques petites actions, c'est jamais petit, de résistance pendant la guerre et avait été après secrétariat de la fédération, à l'accueil de la fédération du Parti communiste qui était rue Ancloreil, dans l'actuel Le Spot. Moi, j'ai passé du temps dans Le Spot parce que c'était la fédération du parti et qu'on me gardait là. Donc effectivement, j'ai grandi un peu là-dedans et j'ai toujours été très intéressé par la question politique. Alors, justement, tu penses que le PC est un peu sous-représenté nationalement, ou même localement d'ailleurs. Qu'est-ce qui ferait ta réussite alors à Nîmes? Pourquoi d'un seul coup Parce qu'on rappelle quand même qu'il n'y a que, dans ton sens, que 35 députés sénateurs, en fin de compte, sur 925, ce qui est quand même... Oui, le Parti communiste s'est nationalement affaibli ces dernières années au fil des élections. Sur le département et sur la ville, il est resté encore une force qui compte, parce qu'on a 6 conseillers départementaux, un vice-président à la région, un certain nombre de mairies, une quinzaine de municipalités. On est 2 conseillers départementaux communistes sur Nîmes sur les 8. Donc il y a encore une influence, et notamment à Nîmes, il y a une histoire. Nîmes, voilà ce que j'allais dire, il y a une histoire. Nîmes, on peut dire que c'est un bastion communiste. Je sais pas. Ça a été, voilà. Mais ça a été une des grandes villes communistes avec Le Havre. Ouais. Et après, il en reste toujours un peu, parce qu'on a, peut-être pas tous, mais beaucoup de gens ont dans leur famille ou dans leur relation d'amitié des gens qui ont été, ou des grands-parents, des parents, et qui fait qu'il y a une proximité. Puis il y a des valeurs sympathiques, on va dire. Oui, puis ça a été. Ça aussi. Il y a des lieux, il y avait des associations, bref, il y a eu une influence, voilà. Est-ce que vous pensez que la candidature de M. Plantier et de Mme Rouveron est pour vous une opportunité? Est-ce que ça va vous aider? Voilà. On verra à la fin, parce que moi, ça reste des calculs qui sont des fois un peu... voilà, il faut les prendre avec un peu des pincettes. Ce que ça signe, par contre, la division... C'est-à-dire que oui, voilà, la division fait que ça peut plus te profiter à toi qu'à Proust, par exemple. Peut-être, mais elle est, après, au second tour, on ne sait pas ce qui peut se passer. Dans leur camp, il peut y avoir des alliances. Bon, ça a l'air très clivé, mais en fait, la division, elle signe un affaiblissement. Elle est plus une conséquence qu'une cause de l'affaiblissement. C'est peut-être un peu générationnel, là, non? Dans ce cas-là. Générationnel, mais c'est la fin d'un cycle, c'est des fois, 95. Voilà, manque de projet. Alors peut-être que 95, c'était, je me rappelle un peu moins bien, mais je pense qu'il y avait d'autres questions, parce qu'en 95, Jean Bousquet, il est quand même candidat encore. C'est toujours le maire sortant, là il y a un clivage dans la majorité. Là, c'est plus la fin d'une époque et la difficulté de trouver un nouveau projet. Voilà. Combattre le RN, tout à l'heure tu en parlais un petit peu du choc que ça a été pour toi, au national comme au local. Donc. Et pourtant, les sondages après sondage, on voit que les Français, par exemple, si on parle de l'immigration, parce que je trouve que c'est une question importante, ça devient une question importante. Tu penses quoi, toi, de cela? Alors, moi, je pense que c'est une question qui fait partie d'une question plus large, mais la France a
toujours été, enfin, en tout cas depuis les 2 derniers ou 3 derniers siècles, une terre, et avant, sans doute avant. Il faut rappeler quand même que la ville de Nîmes, c'était une colonie romaine, elle est fondée par les Italiens, on a grandi par les influences espagnoles, enfin bref, une ville de Nîmes, c'est une mosaïque. Donc l'immigration, ça a toujours existé. Et la proportion dans la population d'immigrés, elle n'est pas beaucoup plus haute que ce qu'elle était il y a 20, 30, 40, 50 ans. C'est-à-dire... Donc la question, c'est après, comment dans la société, on arrive à vivre ensemble. Mais il faut quand même qu'on se dise une chose, hein, c'est-à-dire que dans les années qui viennent, toutes les études économiques, démographiques montrent qu'il va falloir, si on veut maintenir une production et un rythme de vie et un niveau de vie, il va falloir que de toute façon, il y ait des gens qui viennent d'ailleurs. Parce que on fait pas des enfants déjà. Voilà. Donc la question, elle est plutôt comment on vit ensemble en se respectant et en respectant... oui, mais voilà, moi, je pense que je pense pas que les gens soient plus bêtes. Je veux dire, faut pas J'espère non plus. Que non. Je veux dire, les gens, ils ont des ressentis au quotidien. Moi, ce que je vois, c'est plutôt des gens qui... Je te coupe, parce que moi, ce que je vois, les gens qui sont là depuis longtemps, qui ont des titres de séjour, qui travaillent, qui ont fait leur famille, etc. Et qui n'arrivent pas à renouveler leur titre de séjour pour différentes raisons, et qui en fait perdent leur boulot, alors qu'ils font ici ou là des métiers qui sont utiles. Mais c'est là où je voulais en venir, c'est-à-dire que tu disais, mais tout le monde est conscient, même je pense que la majorité des Français sont conscients qu'il faudra, puisqu'on a moins d'enfants, il y a une question de logique, ne serait-ce que payer les retraites ou je ne sais pas quoi. Donc il faudra bien qu'il y ait des gens qui remplacent les enfants qu'on ne fait pas. Seulement justement, le problème, est-ce qu'il ne vient pas de là, de la quantité de gens qui arrivent et qui ne participent pas, parce que comme tu le disais, les gens participaient avant quand même. Non, quand ils venaient pour... C'est pas ce qui est montré, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas ce qui est pas dans la réalité, dans les statistiques et les chiffres économiques, c'est que l'immigration, elle rapporte autant, voire plus, que ce qu'elle coûte. Donc en réalité... les gens ne sont pas d'accord. Les gens ne sont pas d'accord, mais les chiffres ils sont comme cela. Donc après, il peut y avoir des interprétations. C'est bien comme moi, ou les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut. Non, je ne suis pas d'accord avec ça, mais non, les chiffres, c'est les chiffres. Après, il y a des représentations qui peuvent être faites, qui peuvent être transformées. Bon, ça c'est autre chose, c'est du ressenti. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, hein. Je dis juste que voilà, souvent on met tout dans le même paquet, et à mon avis, c'est pas la bonne façon. Non, mais loin de là. Hein. Mais parce qu'ils sont souvent en attente d'un statut, et mais généralement. C'est le statut qui est important, l'important c'est que. Parce qu'avant, regarde, moi je me souviens, je suis un peu plus vieux, donc je me souviens quand j'étais plus jeune, il y avait une immigration. Moi j'habitais à Paris dans des quartiers pauvres, où il y avait tout un une pote de gens, des juifs, des arabes, des algériens, des espagnols, des italiens, comme tu disais, il y avait un brassage terrible et tout le monde s'entendait très bien. Et pourquoi ? Parce que tout le monde aussi travaillait. Les gens venaient, si on parle de l'immigration maghrébine par exemple, il y en a beaucoup qui venaient travailler chez Renault, chez Peugeot, voilà, ils avaient du travail. Le problème c'est que maintenant... Ah oui, alors qu'il y a un manque de travail pour les uns, pour les autres, ça c'est une vraie question. Mais justement, c'est là qu'il vient le problème, parce que ces gens, comme nous le disait Pierre-Henri, c'est qu'ils se retrouvent ici, alors ils viennent en espérant peut-être, je sais pas quoi, un Eldorado, et à l'arrivée ils se retrouvent, il n'y a pas le boulot, il n'y a pas le machin, et c'est ça qui pose problème. Et on se retrouve à payer des hôtels pour les loger, on se retrouve tu vois, ça coûte quand même aussi tout ça. Oui, je connais, même si à la fin ça rapporte plus que ça coûte. Je le redis pour que ça soit clair. Non, mais c'est la réalité. Mais la question pour ces jeunes-là, c'est comment on leur permet de se former et de travailler. Parce qu'en réalité, quand on arrive à faire ça, ils sont à la fois demandeurs et très utiles pour un certain nombre de travaux où les gens recherchent chez les artisans. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire une immigration choisie, justement ? Est-ce que justement le problème, c'est qu'on ne choisit plus ? C'est-à-dire on choisit les... Je ne sais pas ce que ça veut dire l'immigration choisie. C'est-à-dire qu'on va prendre dans les pays, on va prendre que ceux qui nous intéressent et puis les autres, voilà. Le Canada fait ça. Ouais, je sais pas. Les États-Unis font ça. Et maintenant c'est encore plus dur. Donc, oui, mais avec Trump c'est très dur. C'est très dur. Mais mon modèle c'est pas Trump. Non, on avait bien compris. C'est pas forcément le mien non plus. Quelles seraient tes économies à Nîmes si demain tu
tu deviens le maire. Quelle source d'économie on peut faire? Quelles seraient les tiennes, tout du moins? Je pense qu'il y a un certain nombre de choses à regarder. Alors après, quand on n'a pas quand on n'est pas dans la majorité, on n'a pas accès à forcément tout, hein. Bien sûr. Et à toutes les possibilités. Mais je pense que sur un certain nombre de sujets, la répartition entre les délégations de services publics, les SPL et ce qui est géré en régie, je pense qu'il y a des sources de... Enfin, en tout cas, il y a du travail à faire parce qu'il y a des financements qui peuvent arriver. Je prends juste un exemple. Le musée de la Romanité qui est géré par une SPL, je ne conteste pas une société publique locale, pardon. C'est une société de droit privé, mais avec des capitaux publics et là de la mairie et des collectivités de l'agglo. Bon, et alors la SPL Éclat, pardon, qui gère le musée de la Romanité, elle est que la ville, je crois. Donc le fait que ce soit une société de droit privé qui gère le musée, et non pas un établissement public comme c'est fait par le Pont du Gard, fait qu'on ne peut pas recevoir de participation ou d'aide en fonctionnement de l'État. Et donc je pense que par exemple, sur un certain nombre de choses, il y a des statuts qui peuvent changer et qui permettent de trouver des marges de manœuvre. Après, il ne faut pas raconter non plus de faire d'illusions, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les crédits des collectivités sont plutôt en diminution parce que voilà, c'est l'austérité qui retombe sur les collectivités. Et généralement, on est plus en train de couper que d'augmenter les choses, hein. Et quand on coupe, ça ne fait pas plaisir aux habitants, parce que l'argent, il sert aux habitants. Voilà. Et vous pensez que la gratuité des musées, des bibliothèques, voire des transports, ça irait dans le sens des économies? Ça fait des économies pour les gens, d'abord. Ça rend du pouvoir d'achat. Parce que moi, je ne crois pas, par exemple, qu'on puisse baisser les impôts aujourd'hui sur la ville de Nîmes, qui sont déjà très élevés. Il ne faut pas les augmenter, mais si on les baisserait de pas grand-chose, et au final, dans la poche de chacun, ça se ressentirait que faiblement. Par contre, on peut retrouver des marges de manœuvre pour le pouvoir d'achat sur d'autres aspects. Les musées et les bibliothèques, c'est une politique publique. Je ne suis pas sûr que, franchement, il faudrait regarder les chiffres, mais qu'on ait beaucoup d'argent qui rentre par les gens qui font leur carte de bibliothèque. Ouais. Je ne suis pas sûr que ça soit un enjeu exceptionnel. Voilà. Exactement. Donc, par contre, s'il y a plus de gens qui vont à la bibliothèque, je trouve que c'est bien pour tout le monde, y compris pour les gamins. Parce qu'il vaut mieux qu'ils aillent à la bibliothèque qu'ils aillent ailleurs. Non, mais c'est une question, parce que même pour si tu permets, pour le transport, c'est un peu le même sujet, parce que tu penses que parce que ça va être gratuit, plus de gens vont l'utiliser. Pas que. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'offre en général, l'amplitude horaire, le soir, pour rentrer, etc. Mais quand même, il y a une nécessité d'avoir une forme de choc de l'offre. Pour les jeunes, puisque notre engagement, c'est d'abord les scolaires, puis après les moins de 25 ans, c'est le droit à la mobilité pour tous. En fait, quand vous êtes un scolaire, vous habitez dans l'agglo, et que vous allez dans un lycée de l'agglo, vous payez 90 € par an. Si vous habitez hors de l'agglo et que vous allez dans un lycée de l'agglo de Nîmes, vous payez 0 parce que la région prend en charge. Ah bon? Et ensuite, sur la gratuité, moi je pense qu'il faut travailler comme le fait la région sur ce qu'on appelle la gratuité par l'usage, c'est-à-dire que vous payez 10 billets de train, 10 transports, et puis au bout de 10 ou 15, ça devient gratuit. Ce qui fait que c'est une politique incitative qui fait qu'après vous laissez plus facilement votre voiture. Et à la région, à la fin, les recettes ont augmenté. C'est-à-dire qu'il y a eu plus de reports. Quelque chose de gratuit, c'est quand même payant quelque part. Toujours. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui paye. Voilà, il y a toujours quelqu'un qui paye. Donc, mais par exemple, moi je ne fais pas de vélo. Je devrais en faire. Ouais. Mais je trouve normal qu'on ne fasse pas payer. J'avais entendu parler. C'est pas parce que je ne sais pas en faire. C'est parce qu'à Nîmes, c'est des fois un peu compliqué. Mais je trouve normal qu'on ne fasse pas payer pour tous ceux qui font du vélo l'utilisation des pistes cyclables. Que je paye dans mes impôts. Ouais. Bon. Qu'est-ce que votre élection apporterait de plus au Nîmois qu'une élection en plus Alors, de moi, c'est pas moi qui le dirai, mais de l'équipe en général, je pense qu'on est aujourd'hui à un peu un tournant de l'histoire après 4 ans de mandat d'une époque. Je ne veux pas juger maintenant, mais il y a eu des réalisations et en même temps, je pense qu'on est resté figé un peu dans un modèle qui est maintenant un peu dépassé, et je crois qu'aujourd'hui on a besoin à la fois de réunir la ville parce qu'elle est trop divisée, trop fracturée, les quartiers, je ne parle pas que des quartiers populaires, je parle de tous les quartiers, il y a beaucoup d'isolement chez les gens, donc on a besoin de trouver et de réunir les Nîmoises et les Nîmois, donc trouver les moyens de les réunir,
Et deuxièmement, on a besoin de libérer aussi cette ville, parce qu'il y a plein d'initiatives et qui sont souvent mis sous le couvercle, parce qu'on a une mairie qui n'a pas été suffisamment soit à l'écoute, soit accompagnante. Et aujourd'hui, je vois toutes ces énergies-là, et on a envie plus de les accompagner, de les coordonner, de les fédérer, plutôt que de leur dire non. Un vent te pousser là, parce que bon, c'est un peu ce qui circule un peu dans la ville, hein. C'est un peu la cote en ce moment. Qu'est-ce que t'en penses? Toi, tu le ressens comment? Je sens qu'il y a une dynamique, voilà. que effectivement le fait qu'on ait travaillé, parce que ça fait des mois et des mois qu'on travaille, qu'on a vraiment changé la façon de faire, en écoutant, en faisant participer le plus possible de personnes à la rédaction du projet, je pense en faisant une autre façon de faire la politique. Bon. Et je sens que ça commence à porter ses fruits, oui, je vois qu'il y a une forme de dynamique. Après, jusqu'où ça va, on verra, il reste 5 semaines maintenant, et on sait que ça se joue toujours dans les derniers moments. Donc. Alors, utilises-tu l'intelligence artificielle? Ça peut m'arriver. Voilà. Pour ton livre, non, tu n'as pas utilisé? Non, pas pour le livre. Bon, d'accord. Non, pour le livre, non, je l'ai écrit. Non, mais ça va venir, parce que nécessairement, les pratiques de... Tu ressens les élèves qui... par exemple, moi, j'ai pris c'est maintenant quasiment devenu impossible de se dire on va noter un devoir qui fait à la maison. Parce que aujourd'hui, voilà, c'est très compliqué. Alors on a justement demandé à ChatGPT de te poser une question. Pierre-Henri, laquelle? Il y en avait plusieurs, on a choisi une seule. Comment évaluez-vous la gouvernance actuelle de la majorité municipale à Nîmes? Je ne vais pas mettre une note, mais la question c'est une fin de... Voilà, je l'ai dit, c'est une fin de cycle, et donc ça se sent de tous les côtés. Ouais. Ça se sent, il y a beaucoup de divisions, beaucoup de trucs qui ne fonctionnent plus très bien. Il n'y a pas de projet voilà, qui ressortent. Donc on est vraiment là dans un moment... c'est fini. De projet, qu'est-ce qu'on entend par projet? De choses, de comment on fait la ville. Je ne dis pas que je le partageais, mais par exemple, Jean Bousquet, il avait une vision pour la ville. On peut considérer que Jean-Paul Fournier, il a été dans ce sillon-là, en tout cas au début. Et aujourd'hui, c'est un peu en panne. Et... il y a le Palais des Congrès, qu'est-ce qu'on entend? Par exemple. Non, mais je suis... T'étais pour? C'est une erreur, d'après toi, ce Palais des Congrès? Je pense que... Je ne dis pas qu'il ne fallait pas de Palais des Congrès en soi. Je dis juste que ça coûtait beaucoup d'argent et qu'il y avait, à mon avis, des priorités avant ça. Et deuxièmement, l'endroit où ça a été fait, ça a la mérite d'être en centre-ville, sauf que dans ce quartier-là, à mon avis, ça apporte beaucoup de contraintes, et notamment par rapport aux gens qui y vivent. On le voit parce que maintenant, il faut construire un parking, parce qu'au début, on a dit, pas besoin de parking, puis finalement, on s'est dit, il faut un parking. Sauf que du coup, il y a quand même des gens qui vivent là. Et je pense que c'était peut-être pas le meilleur endroit. Comme ça. Et la ville, elle est un peu déséquilibrée. Toi, qu'est-ce que tu penses du côté... la ville, elle penche, le centre-ville, pardon. Le centre-ville penche. Ouest-est, ouais. Voilà, côté Victor Hugo. Tu aurais des projets, toi, pour dynamiser un peu tout ce côté? On le voit effectivement, il y a eu une attention particulière faite sur le circuit touristique. Et le circuit touristique, c'est plutôt les arènes, la Maison Carrée. Donc c'est cette partie-là qui a été beaucoup travaillée. Et c'est vrai que... il y a la Portobus quand même. Ouais, mais bon, elle est en dehors du circuit touristique complètement, elle est délaissée. C'est dommage. Il y a des commerçants de la partie Est d'ailleurs qui se sentent un peu délaissés. Donc effectivement, il faut remettre de l'animation. Et je pense qu'à terme, la partie autour des Carmes, parce qu'elle fait la jonction entre la partie Auch et la partie Vauban, a vocation à devenir encore plus un espace universitaire, culturel et scientifique. Il y a le quadrilatère des Jésuites dont il faut vraiment s'occuper. Je crois que les Carmes doivent rester en propriété, enfin pas en propriété parce que c'est une location à l'université et qu'on aurait intérêt à faire un conservatoire ailleurs. L'université a besoin de rester là parce qu'elle a besoin de se développer. C'est ce qu'on propose de la show. Alors je l'ai proposé avant. mais tant mieux si on partage cette vue-là. Monsieur Lachaud voudrait que là où est l'université, que ça reste l'université et que les beaux-arts soient mis ailleurs.
Pas les Beaux-Arts, le conservatoire. Oui, le conservatoire. Oui, le conservatoire, je l'ai. Oui, Mais la rue Vincent Feyita va bientôt, je pense aussi avec le tram. La rue Vincent Feyita, alors pour l'instant le tram il n'y est pas, mais effectivement la plage Jean-Robert, la rue Vincent Feyita, la rue Pierre-Semard, la rue Notre-Dame, ça c'est des axes qui arrivent au centre-ville dont on a besoin de s'occuper. Est-ce que ça va faire comme rue de la République? C'est-à-dire... Ah oui. Non, mais là franchement, ça, bon, on a fait passer un tram, mais on n'a pas réfléchi à ce qu'on faisait autour. Voilà. Et donc là, il y a des choses à faire. Il y a 150 000 habitants. Tu souhaites que ce nombre augmente? C'est pas l'objet, c'est pas qu'il augmente absolument. On ne fait pas la course au nombre d'habitants. Oui. Et il n'empêche que quand vous avez une population. J'ai entendu dire que dans certains villages. Par exemple, pour, pas des villes peut-être, mais les villages, ça leur donne accès à des collèges, en fonction du nombre d'habitants. Donc, bien sûr, et puis à des subventions de fonctionnement qui sont plus importantes, il y a des barres fatidiques. Bon. Mais Nîmes, c'est pas ça, mais généralement, quand vous avez votre population qui stagne, voire qui baisse, c'est que généralement, vous n'êtes pas en très bonne santé. Donc, je pense que sans vouloir développer à tout crin, voilà, l'indicateur d'une stagnation de la population, voire une décroissance de la population, dit des choses qui ne sont pas très agréables pour la ville. Vous parlez de revégétaliser la ville. Vous feriez ça comment? Alors, on a mis sur le projet l'idée d'un grand plan de végétalisation partagé, parce qu'on s'est dit quand même qu'on savait faire historiquement, les boulevards plantés, les jardins de la Fontaine, on sait faire ça. Mais que si ça vient d'en haut tout seul, ça peut ne pas marcher. Et donc, on a dit la première année, donc dès le mois d'avril, on lance un grand travail avec des urbanistes et la population pour savoir dans quelle direction on va, quelles sont les directions de végétalisation, comment on fait, et qu'on sélectionne pendant cette année-là aussi un certain nombre d'endroits, une douzaine, une dizaine, une douzaine, une quinzaine, qui vont être ensuite l'objet dans toutes les années de mandat, effectivement, d'un plan de renaturation, de végétalisation. C'est un endroit, c'est une place, un autre endroit, c'est une rue. Bon, voilà. Et il faut que ça soit en phase avec la vie des habitants dans chaque quartier, et pas que ça soit quelqu'un qui, dans un bureau je ne sais où, dise bon, ben là, ça a l'air joli, je vais mettre là, et que ça ne correspond pas à la vie des gens sur place. Alors, est-ce que tu es un peu branché astrologie? Pas trop, non. On va se détendre un peu. Ouais. Alors, tu sais quand même que tu es le 11 septembre, tu es vierge. Voilà. Tant pis pour toi. Les quantités. Alors, les qualités typiques de la Vierge, je te le dis, c'est la précision et le dévouement. Ah, c'est bien, c'est bien. Tu te reconnais là-dedans? En tout cas, j'essaye d'être le plus sérieux, précis. Des fois, c'est pour ça que des fois je suis long dans mes réponses, parce que j'aime bien les réponses un peu complexes. Ouais. Je ne suis pas un homme de slogan. C'est ça. Voilà, mais bon. Dévouement, je ne doute pas, hein, puisque... Dévouement. Alors, les défauts, par contre, c'est la peur de l'échec. Alors c'est embêtant ça, parce que tu crains perdre des élections là, ou tu la sens comment? Non, tu réfléchis pas, tu dis oui, si, effectivement, moi j'ai fait des élections où j'ai perdu. Et en même temps, moi on m'a appris que c'est pas parce que tu as peur que tu penses que tu vas perdre qu'il faut pas aller à une élection. Voilà, ah oui, c'est pour gagner, sinon tu vas pas. Tu vas pour gagner, voilà. Et puis si jamais tu vas à des élections que tu es sûr de gagner, c'est pas vraiment ça la politique. Et qu'est-ce que tu feras si tu perds alors? Je continuerai d'abord, je suis toujours prof, je suis conseiller départemental, je continuerai un engagement. Il sera conseiller municipal. Voilà. Oui, en principe, mais après je pense que je prendrai quand même peut-être 15 jours pour poser un peu, mais après la vie continuera. Si vous gagnez, vous pensez vous retirer de l'éducation nationale ou vous allez continuer à être... Alors j'aimerais bien continuer à faire mon boulot de prof parce que ça me plaît et parce que je trouve que c'est bien de continuer à travailler. Et je sais que le maire de Montpellier continue à donner des cours, mais il est en collège, alors peut-être un peu moins exigeant. Déjà en termes de correction. T'occupes pas mal de fonctions là, alors donc tu arrives à jongler quand même. Ouais, parce que je suis pas tout seul aussi. Oui, voilà. Mais t'es pas tout seul. Il y a beaucoup de gens qui, voilà, il y a des collaborateurs, il y a des copains, il y a des amis bénévoles, et donc j'essaierai de garder, mais franchement je suis pas sûr que ça soit possible. Ouais. Comme vous êtes vice-président des sports, vous êtes plutôt sportif de canapé ou sportif de terrain? Alors avant de terrain, maintenant de
de tribune. De canapé rarement parce que je ne suis pas souvent chez moi, mais pas assez souvent, mais de tribune beaucoup. Et j'ai fait du sport longtemps. Ouais. Si vous êtes élu, vous serez plutôt maire ou président de l'agglo ou les deux? Ben, d'abord, je serai maire si les conseils municipaux m'élisent, parce que c'est le premier conseil municipal qui le fait. Et après, suspense. je serai le candidat de la ville de Nîmes à l'agglomération, mais là encore, tout ça se fait à l'échelle de l'agglomération, parce qu'il y a des élections. Voilà. Et vous garderez vos fonctions au conseil départemental? À voir, sans doute. Enfin, pour l'instant, je Mais me si projette t'es pas. maire, président du Je pense que d'agglo, la délégation est compliquée à conserver. Est-ce qu'il faut, parce que les élections, elles arrivent dans 2 ans, est-ce qu'il faut absolument démissionner? Je ne suis pas sûr, mais parce que c'est peut-être utile que le maire de Nîmes il soit aussi très connecté mais avec le département. tu es Voilà, bon, ça c'est vraiment, on n'y est pas. Hein. en second sur la liste, je crois que c'est Madame Couvreur. Amal, oui. Ouais, Amal Couvreur. Et alors elle n'a aucune. Amal devra. Elle ne va pas se présenter, par exemple, à l'agglo. Non, c'est pas ce qui est prévu. Non. Amal, elle est conseillère régionale et départementale. Elle devra aussi choisir, parce qu'on ne peut pas avoir 3 mandats. D'accord. Oui. Alors, quel projet tu mettrais en place immédiatement, une fois élu? Question classique. Bon, en plus de la réorganisation un peu administrative, parce que ça on sait que ça prend du temps, d'abord il faut s'occuper de ce qui va se passer cet été et de la rentrée scolaire. On a un projet qu'on va essayer de mettre en place le plus possible cet été, c'est-à-dire de faire partir 1 millier d'enfants pour une semaine de vacances. Alors, peut-être pas concentré sur l'été, mais parce qu'on a besoin de faire partir les enfants qui partent des fois pas, voire beaucoup moins. Avant, il y avait les classes vertes, ça se faisait plus facilement. On lance tout de suite le plan de végétalisation partagée, ce que j'ai dit tout à l'heure, dès le mois d'avril, avec de la concertation avec les habitants et des urbanistes. Et puis on tâche de voir comment on fait pour éviter que les écoles ferment au mois de juin parce qu'il fait trop chaud dedans. Et tout ça, ça va coûter les sous, non, encore? Ah ben l'action publique, ça coûte toujours des sous. Ça coûte toujours on paye avec quoi, alors? Ben, on ne fera pas de deuxième palais des congrès. Ah Voilà. Bien. Alors, et ben justement, est-ce qu'il y a des projets dans lesquels tu serais au courant, que tu arrêterais ou modifierais peut-être? Bon, il faut regarder ce qui se passe à Hoche-Cernam, parce que là c'est un projet de restructuration de tout un quartier qui peut être intéressant. Mais il faut regarder exactement la programmation. On a voté quelque chose là au dernier conseil municipal, enfin la majorité a voté, donc on verra où on en est. Je l'ai dit, je pense qu'il faut que le conservatoire se fasse ailleurs que sur le site des Carmes pour que l'université puisse toujours bénéficier de cet espace, parce qu'il y a des projets et on a besoin de développer encore l'université de Nîmes et de faire que Nîmes devienne une vraie ville étudiante. Je pense que c'est un levier de développement. Et au second tour, vous ferez alliance avec LFI ou c'est pas... Écoutez, moi quand j'ai ouvert une démarche citoyenne qui a été soutenue par l'ensemble des partis de gauche, à l'exception des dirigeants de la France Insoumise, mais il y a des gens qui s'en revendiquent, vous savez qu'il n'y a pas de carte d'adhérent à la France Insoumise, qui sont venus avec nous et qui travaillent avec nous, d'anciens élus, Jo Menu, François Ségui, qui sont d'ailleurs sur la liste aussi. Ils sont sur votre liste? Oui, ils ne sont pas sur la liste. Non, ceux-là ils sont sur ma liste. Une fusion avec des gens de... Moi, quand je pars avec une équipe, je veux amener cette équipe jusqu'au bout, et j'espère, et je ferai tout pour que ça soit la même équipe. On verra au soir du premier tour quelle est la situation politique. Parce qu'il y a un truc que je me refuse à faire, c'est de laisser la main à l'extrême droite à Nîmes. On l'a dit au début, c'est le sens de mon engagement. Donc on verra où ça en est. Il faudra que chacun prenne ses responsabilités. Mais dans tous les cas, moi, l'équipe que j'ai constituée, elle est cohérente, elle est solide. Elle représente tous les engagements à gauche, tous les quartiers de la ville. Et celle-là, elle est prête à gouverner. Alors, quel maire souhaiterais-tu être ? Je ne me pose pas cette question. J'aimerais travailler en essayant de faire en sorte que le maire il soit quelqu'un d'accessible, qui soit aidant, qui l'anime en collectif.
Je ne crois pas du tout à la verticalité. Je pense que l'autorité, elle se crée par le travail et par la confiance qu'on met dans les gens. Je pense que c'est ça qui crée la vraie... Par l'exemplarité. Et l'exemplarité, l'autorité, c'est plutôt ça. Donc c'est plus de l'ordre du respect que de quelqu'un qui coupe et qui tranche. Ce qui ne veut pas dire qu'après, à la fin, on n'a pas des décisions à prendre. Hein. Mais en même temps, quand on crée les conditions pour que la décision soit partagée, généralement, ça marche. Ok. Eh ben, écoute, je te remercie pour la sincérité de tes réponses. Merci, hein. merci. Et tu es toujours le bienvenu, hein, tu le sais. Eh ben, merci. Et puis, merci. Merci Pierre-Henri. Merci Richard. Merci Monsieur Bouget. Merci. À bientôt. À bientôt, à bientôt. Alors merci de votre attention et n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, voir hein, sous la vidéo, vous pouvez commenter et dire ce que vous pensez. On se retrouve donc bientôt, à très vite, salut.